Hey, bonjour tout le monde. Bien content de vous retrouver pour cette deuxième saison du Super Show. Toujours en compagnie de Benoît Charette et André Gamelin. Et on va avoir une belle saison, les gars, parce que nouvelle formule. Oui. Formule 30 minutes où on va avoir un sujet thématique par semaine, une voiture de la semaine, et puis on va jaser un peu de l'industrie puis des voitures qu'on essaie également. On va se faire pas mal de fun. Puis on commence en grand parce qu'évidemment, c'est la saison des pneus. Oui. Yes. Et on a décidé de ne pas vous parler de pneus aujourd'hui. Ah non. Même si c'est la saison des pneus, on va parler de leur installation par contre. Ouais. Et il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, puis c'est ce qu'on va mettre en lumière aujourd'hui. Oui, parce que souvent, quand on dit le rush arrive, hein, on fait les coins en rond, donc les roues sont mal installées, sont mal montées, ils ne sont pas protégés, pas les beaux outils adéquats. Le manque de connaissances, il en résulte des bris et des problèmes. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de conséquences à mal installer des pneus. Ouais. Moi, j'aime ça quand tu dis tourner les coins ronds quand on installe un pneu. C'est un peu... Mais il en demeure pas moins qu'effectivement, les outils, c'est un sérieux problème. On va le voir plus tard. Et puis, ça m'amène à vous parler de la voiture de la semaine qu'on a ici, une Nissan GT-R 2020, édition 50e anniversaire. Écoute, quand on installe des freins, quand on installe des pneus, de la mauvaise façon, ça peut avoir des dommages collatéraux assez fatigants sur les jantes, sur les disques de frein aussi. Les boulons de roue. Sur les boulons de roue, etc. Puis juste parce que j'étais curieux, j'ai décidé de faire sortir le prix d'un disque de frein sur une Nissan GT-R comme ça. Ben oui, tu as pris le modèle le moins cher. Ouais, c'est ça. Mais pour vous donner une idée à quel point ça peut sembler anodin, vous installez des roues de la mauvaise façon, vous mettez trop de pression dans l'outil, dans le fusil pour installer ça là, et vous pouvez tordre le disque de frein, le scraper littéralement. Et un disque de frein sur le marché après-vente va coûter entre 7 et 800 pas pour une pièce d'origine, mais pour ça, une c'est pièce... le modèle économique. Si vous allez chez le économique, concessionnaire... c'est-à-dire que tu n'as pas de mauvaise qualité dans des pièces de GT-R, mais chez le concessionnaire, c'est au-dessus de 1 000 certains pour un disque de frein. Et tout ça parce qu'on a mis un peu trop de pression en installant la roue, et ça arrive extrêmement fréquemment. Donc, ça vous donne une idée. Bon, bien sûr que c'est un exemple qui est un peu poussé parce qu'une GT-R, ça coûte cher, puis c'est pas nécessairement évident, mais d'installer des roues après marché là-dessus, de réinstaller des pneus. Et croyez-moi, on change les pneus assez souvent sur une GT-R. Ça se mange dans le temps de le dire. En bas de 10 000 km, c'est fini les pneus là-dessus. Et on parle d'un jeu de pneus qui va coûter 2 500 facilement. Oui, alors, réinstaller, désinstaller, ça peut avoir un impact sur le comportement de la voiture. Puis c'est tout ça qu'on va regarder. Quand on remet ça dans le contexte de tous les jours, un Honda Civic, le disque très mince, facile à détruire, on va ramener ça dans des choses assez réelles. Non, puis des pièces, je veux dire, bon, tu me parlais des boulons de roue, là. Il y en a combien qui sont abusés ou mal installés? Les gens ne prennent pas le bon outil, puis c'est fini. Puis après ça, bien, quand tu viens pour le défaire, c'est En fait, des fois, il y a un un bon outil qui est mal utilisé aussi. Ça, c'est On l'autre va affaire. ça va être assez plaisant. Ah oui, c'est ça. Mais là, ce qui est le fun, c'est que on va découvrir qu'il y a des moyens de bien travailler, il y a des moyens de pouvoir faire le travail correctement, sans nécessairement dépenser des sommes faramineuses. L'idée, c'est pas de vous faire dépenser davantage avec des outils de meilleure qualité, c'est juste de donner des trucs. Puis c'est ça, parce que à la base, installer une roue, il n'y a pas grand-chose de plus simple que ça sur un véhicule, mais avec l'avènement de plus en plus, d'abord, aujourd'hui, il faut mentionner que les roues d'acier disparaissent, puis ce sont des jantes d'alliage. Oui. Alors, À peu près pour tout le monde. Oui. Puis on commence pratiquement dans du 17 pouces. Il n'y a plus grand-chose en bas de 10 pouces. Un peu de 16 pouces dans les plus petites autos. Mais c'est qu'il n'y avait On s'en va vers des il y avait grands pas diamètres. d'outillage dépassé le 19 pouces. Là, on est rendu avec du 20, 21. Mercedes a du 23 pouces dans la GLS. Tous les camions, 22 pouces. Ça, c'est La un peu... plupart, Je m'excuse, mais c'est un peu niaiseux. Oui, non, mais Du 23 pouces. Mais pour le style, Oui. ça a de la gueule. Puis les camions, c'est rendu ça. 21, 22, c'est plus rare. Donc, il faut avoir de l'outillage adapté à tout Il faut avoir ça. l'outillage adapté. Les pneumatiques aussi, là, avant, là, c'était facile d'installer des pneus avec un peu de savon à vaisselle. Tu avais des gros flancs là-dessus. Tu allais au garage, ça te Mais remplit. aujourd'hui, les pneus, ça a plus de flexibilité. Les flancs sont minces. Regardez un pneumatique comme ça, installer ça, En là, fait, c'est tellement rigide. C'est une bande de roulement avec un peu d'air. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. On est là, J'appelle là. ça une timing belt sur une
une roue. Ça ressemble à peu près à ça. Fait que l'installation est assez complexe de tout ça. Puis c'est un peu tout ça qu'on va mettre en lumière. On va aussi parler des pièces qu'on peut acheter qui sont de meilleure qualité, de roues et de noix pour éviter qu'on ait des bris trop facilement. On a un vrai spécialiste. On a un vrai spécialiste, puis on le voit aussi, il y a des roues qui sont tellement de mauvaise qualité, là, ça travaille, ça tord presque à vue d'œil. Peut-être qu'il faut faire attention quand on change ses roues, ses noix également. On va regarder tout ça dans quelques instants. Bonjour, je vous présente Jean-Marc Cyr de GDS, spécialiste en outillage. Hein? C'est bien Exactement. ça? Aujourd'hui, je pense que tu vas nous apprendre encore plusieurs choses au point de vue d'installation des jantes. On va travailler fort là-dessus, André. On commence-tu par la base, l'installation du pneu sur la jante d'acier ou sur la roue de magnésium? Comment ça se procède? Bien, c'est bien différent, hein, parce que la roue de magnésium, aujourd'hui, ce qui est sur 90 facile des véhicules, demande un entretien plus spécial qu'une roue d'acier. Autrement dit, l'équipement d'atelier, que ce soit du balanceur ou de l'installateur de pneus, ça doit être inspecté régulièrement. Exact. Hein? Le balanceur, on le sait, les garagistes le savent aussi, à chaque année ou même 2 fois par année, à chaque roche de pneus, dans le fond, on devrait faire une recalibration du balanceur de pneus pour être sûr que le balancement soit sur la coche. Parfait. Puis aussi, je pense, l'installateur de pneus, il y a des pièces en téflon qui doivent être entretenues. Oui, parce qu'à longue, ces petites pièces-là, dans le fond, qui servent à ne pas graffiner les roues de magnésium, ça s'use à la longue et se doivent d'être remplacées. Puis c'est tellement peu dispendieux qu'on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, j'ai parlé à un vendeur, un fournisseur de roues mag, qui disent que les gros dommages sont faits à l'installation. Exact. Deuxième partie, on installe le pneu sur la jante. Il y a une procédure aussi d'installation du pneu, style le coller ou le gonfler. Quelles sont les procédures? Bien, oui, premièrement, on devrait le gonfler jusqu'à peu près 60 livres et le laisser se dégonfler pour que le pneu prenne sa place sur le bead, comme on dit, et bien coller avec une colle spéciale et non pas du savon à vaisselle, comme on faisait dans le bon vieux temps avec les roues d'acier. OK. Fait que pas un lubrifiant ou une colle, mais ça prend des produits spécialisés. Exact. Bon. Exact. Là, nos roues sont montées. Là, donc, on devrait pas avoir de vibration avant de faire tout le travail. Là, on va l'installer, la roue, maintenant. Exact. Là, on rentre dans ton aspect technique. C'est là que tu es professionnel. On va parler quand on visse les boulons. OK. Exact. Quand on visse les boulons, bien, je suis toujours dans les ateliers. Ce que je vois les gars faire, c'est soit avec un gun à batterie, qui est un excellent outil, parce qu'on n'a plus la hausse des jambes. On peut travailler à l'extérieur. Et puis on peut travailler à l'extérieur, exactement, ou avec l'outil à l'air, qui est très, très bon aussi. Sauf qu'aujourd'hui, ces outils-là sont rendus puissants. Ça veut dire qu'on peut torquer jusqu'à 1400-1500 livres. Ça veut dire que tu peux tout casser avec ça. On peut tout casser avec ça. Fait que là, il faut faire attention. C'est pour ça qu'en arrière de plusieurs outils, calibré, je vais avoir un outil pour moins serrer, pour moins endommager. Je pense même que tu m'as déjà dit que l'impact électrique, il y a la première séquence de torquage, je pense que c'est 70 livres. 70 livres, exact. Ça veut dire... C'est sûr que moi, j'y irais avec ça. Pour dans le fond, à côté la roue comme il faut et en séquence. Et non pas une à côté de l'autre, mais une en haut, une en bas, ainsi de suite, pour serrer en croix, pour que la roue vienne s'accoter sur le cœur bien comme il faut. OK. Là, on ne l'a pas serré à sa force qu'on devrait. Mais on oublie un petit point, André. Oui. Avant de l'installer, il serait très, très, très important de nettoyer le cœur de la roue. Parce que souvent, il va se faire de la rouille sur le disque ou sur le drum ou alentour des studs. Oui, parce que de la rouille, ça gonfle. Exactement. Ça fausse... Exact, ça fausse. Parce que si on accote la roue là-dessus, qu'est-ce qui arrive? La roue est tout croche, on risque d'avoir des vibrations. Alors, on se doit de nettoyer comme il faut avec des outils comme ceux-là. OK. Autant quand on fait les freins aussi. La même chose. OK? Parce qu'après ça, un coup, j'ai nettoyé, bien là, je vais aller mettre un anti-seize qu'on appelle. Sur le cœur. Sur le cœur. Je vais accoter la roue. Puis là, ça va faire quoi? Bien, ça va empêcher que les deux métaux se soudent. Puis, exemple, si on a une crevaison,
monsieur, madame, tout le monde n'est plus capable d'enlever la roue parce qu'elle s'est soudée. Oui, parce qu'il appelle ça de la corrosion galvanique. C'est une réaction chimique entre deux métaux. Exact. Parfait. Là, on a fait le premier ouvrage, notre roue s'approche d'être installée, on l'a serré à une première séquence. Exact. Mais là, il faut s'approcher de la vérité. Là. Exact. Fait que là, ce qu'on doit faire, on a 2 outils qu'on peut utiliser pour serrer nos roues à La force requise. La force requise. 90, Exemple, c'est 80 100, livres. 120. Bien, ça va marcher par couleur. Exemple, un 80 livres, ça va être bleu. Fait que je peux prendre un outil comme ça qui s'appelle un torque strut ou, en français, un limitateur de coupe, qui, lui, est préseté pour, mettons, comme lui, 80 livres. Ça veut dire que chaque véhicule a sa capacité et sa force pour serrer. Exact. C'est inscrit par Et il y a des chartes pour ça. OK, l'atelier a une charte et c'est dans le manuel du Il y a propriétaire des chartes aussi. de couleurs qui vont dire, exemple, Toyota, Corolla, ça prend 80 livres, bien, je vais aller chercher ma barre bleue. Mais si on parle de ces fameuses torque struts, comme on les appelle, je pense que dans les ateliers, tu sais, on se promène dans nos ateliers souvent, on oublie des calibrés. Ah ben oui, puis il y en a que des fois, ça fait 10, 15 puis 20 ans qu'ils traînent sur le mur, puis ça a une vie, ça, là. Tu sais, dans le fond, les manufacturiers recommandent à tous les 2 ans de les faire vérifier. Dans le fond, de les faire vérifier s'ils ont encore le bon torque dedans. Parce qu'on peut tout briser encore une fois. Encore une fois, on serré. peut tout briser. Fait que ça, c'est correct, mais ce qui est encore mieux, c'est de prendre un torque wrench. OK. Parce qu'un torque wrench, bien là, oui, je vais prendre ma noix, puis je vais présetter mon torque wrench, exemple, à 80 livres. OK. Puis là, je fais toutes mes roues. Là, c'est la précision C'est la parfaite. précision parfaite. C'est fait manuel, tu peux Et pas te pourquoi tromper. qu'on devrait le faire de même? C'est quoi qu'on va empêcher? Premièrement, on va empêcher d'endommager la roue. On va empêcher aussi que la roue soit trop serrée et qui pourrait endommager le disque de roue. Oui. Ou même le moyeu de roue pourrait être endommagé Oui, parce que si ces c'est pièces trop sont de serré. plus en plus légères et faites moins résistantes qu'avant. Exact. Puis, écoutez, là-dedans, là, on a plusieurs prix. Là, fait que ça peut partir à 60 un torque wrench qui va très bien faire la job. Aller jusqu'à un torque wrench numérique qui peut aller jusqu'à 300-400 Pour faire des têtes de moteur dans ce exact. style-là, il est Mais extrêmement précis. on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour faire des roues. Là. Puis ça, la séquence, ça, les torque wrench de ce calibre-là, je pense que c'est toujours de 50 à 250 livres, le plus populaire Exact. dans le demi-drive qu'on appelle. Exact. Ensuite, on enlève les noix de roue, mais là, ce qu'on parle de socket, il y a plusieurs sortes de sockets, parce qu'on sait qu'à ce temps, il y a des trous dans les roues de magnésium, il faut rentrer profond, on peut faire une marque tout le tour. Ça, on le voit souvent. Oui. La roue mag n'est pas scrap, mais graffinée pour longtemps. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour ça? Bien, on a des box qui sont plus minces que la normale Pour rentrer dans pour le être capable de rentrer dans le trou du mag, pour ne pas l'abîmer, puis même avec des protecteurs dessus en plastique. Puis oui, ça se change, ces protecteurs-là, quand ils sont usés. Fait qu'il y en a des plus épais, il y en a Oui. des plus minces, dépendant de la Exactement. qualité ou du prix qu'on paye. Bien, je fais juste regarder ici, je ne sais pas si on voit bien en caméra, mais on voit bien là, la différence là, d'épaisseur. Fait que c'est ce qui fait Ça qu'une se peut faire le représente job, ici. puis l'autre, Exact. bien, tout simplement, tu vas tout graffiner. En passant, quand on parlait des torque struts tantôt, ça se vend Ben individuel oui. aussi. Si j'en ai une qui est cassée ou qui est vraiment plus bonne, bien, je suis capable de dire, André, j'appelle à ton comptoir, puis oui, je suis capable de l'avoir tout peux seul. remplacer. Je ne suis pas obligé de remplacer le kit au complet. Là. Ce qui est facile. Ben oui. Là, on est rendu, la roue est montée, mais on a une partie, lors des changements de roue, on vend des roues neuves, on veut les calibrer. Oui. On va parler des fameux TPMS. Ah oui, les fameux capteurs de pression Oui. là, qu'on voit ici sont dans la plupart des véhicules aujourd'hui. Ça prend aussi un équipement là, spécialisé pour être capable de les programmer sur le véhicule pour être certain que quand il y a une crevaison, qu'on sache c'est quelle roue qui est à problème. OK. Puis ces capteurs de TPMS-là, encore, il y a une procédure d'installation, encore avec des outils spéciaux. Ah oui, ça c'est sûr que ça prend des outils spécialisés pour faire ça. Là, on avance tranquillement, on s'en va dans le balancement de roue. Oui. Là, dans le balancement d'eau, on sait que les pesées conventionnelles à l'extérieur, ça diminue parce que les rebords de mag ne sont plus comme avant, ça prend Non. des pesées collées. Oui. Là, les pesées collées, on a toutes sortes d'histoires qui arrivent avec ça. Les pesées collées, Bien, souvent ça décolle. ça décolle. Mais pourquoi ça décolle? Bien, premièrement, c'est parce qu'il faudrait peut-être prendre un outil pour gratter où est-ce qu'on va aller mettre notre plomb. Avec enlever un la nettoyeur, cochonnerie. Un nettoyeur Avec complètement, avec un nettoyeur, exact. complètement enlever la colle. Exact. Puis après ça, on colle notre plomb et là, il va tenir puis il ne partira pas. C'est pour ça.
Là, on va approcher d'une étape ultime. C'est là que tous les problèmes surviennent. Quand on a trop serré nos roues, on peut dire qu'on a un problème, ce qu'on appelle l'écrou. Tout va briser avec le boulon. Exact. Là, on a différentes noix. On a des noix capées, des noix ordinaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, les noix capées, je pense que personne ne désire en avoir. On va toutes les changer pour des noix d'eau pleine. Oui, mais malheureusement, D'origine, ils installent des noix capées, puis ce qui arrive, c'est que l'eau s'infiltre entre les deux, ils gonflent, puis là, on n'est plus capable de faire la roue. Le pire, c'est qu'ils sont beaucoup plus chers que la noix de roue ordinaire. 10 fois. C'est pour ça. Là, quand notre noix de roue est trop serrée, là, écoute, ça arrive de plus en plus où on a une noix capée, on ne peut pas l'enlever avec un socket ordinaire. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Bien, ce qui est le fun, André, là, cette année, on a du nouveau dans Gear Wrench. Dans Gear Wrench, la compagnie a fabriqué des noix, mettons, 18, 19 mm, plus et moins. Autrement dit, quand tu es à nulle part dans ta grandeur, ça va faire le travail. Exact. Ça va être juste un petit peu plus que 19 ou un petit peu moins que 19, mais ça va être entre 18 et 19 pour être capable d'aller vraiment l'accoter puis dévisser notre roue. Autrement dit, quand on a un boulon, qu'on ne peut plus rien faire, on se stresse pas avec ça. Exact. Gear Wrench ont vraiment l'outil parfait qui est pour l'entre-deux, qui est spécialisé. Oui. Là, c'est sûr qu'on a les anneaux de centrage, il faut faire attention d'enlever et de remettre à la bonne place, mais les fameuses voitures allemandes, style Volkswagen ou BMW, ils ont des fameux, ce qu'on appelle de stud de roue, d'une façon différente des autres affaires. Exact. Puis quand on vient pour reposer la roue, bien là... T'es sur rien. C'est sur rien, puis c'est pas facile. Mais je pense que vous avez quelque chose pour ça. Les roues, c'est pesant aujourd'hui, ils sont grosses. Fait que là, oui, à cette heure, on a des studs qu'on peut installer. Je peux tout simplement en installer 2. Je n'installe 2, une à chaque extrémité. Je peux rentrer ma roue, puis là, je suis capable d'aller mettre mes studs, les visser en place, puis que ça soit solide, puis je me suis pas blessé. Puis, fait que ça veut dire, ultimement, si on n'aime pas poser nos roues sur les voitures allemandes, il y a des outils qui nous aident à travailler plus facilement. Exact. Bon, ultimement, on peut dire, si on a graffiné nos roues, il y a des peintures à vaporiser qu'on peut mettre. Oui, puis ça se rapproche beaucoup de la réalité. Fait que là, on vient de faire un tour du propriétaire, de l'installateur de roues. On sait que des fois, les particuliers veulent les installer chez eux aussi parce que c'est plus vite et on sauve du temps. Mais on voit que l'installation des roues, c'est très, très technique. Beaucoup plus qu'on peut penser. Puis c'est important de le faire dans les règles de l'art pour sauver un paquet de problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que certains ateliers chargent vraiment le montant beaucoup plus cher qu'avant. Des 40 $, on ne peut plus voir ça. André, dans le temps, c'était correct parce qu'on vivait avec de la roue d'acier, des plombs bien ordinaires, un cap de roue, puis ça s'arrêtait là. Mais on l'a dit tantôt, 90 % des véhicules sont équipés de mag. Puis ça prend de la douceur, ça prend de la précision. C'est important de faire les choses comme qu'il faut. Fait que non, 40$. Pour faire des roues, on ne peut plus faire ça. Si on parle impossible. Les outils, vraiment, sont trop dispendieux. Tu as trop une grande variété d'outils. Oui, puis ça prend des bons outils de qualité aujourd'hui. Les roues sont rendues grosses aussi. On parle de 20 pouces, 22 pouces dans les camions. C'est important. Ça prend, on le dit tout le temps, les marques. C'est important. Les marques nationales. OK, des produits reconnus. Des produits reconnus parce que c'est des bons outils, sont garantis. Ça fait une bonne job, c'est précis. Bon, c'est important. Bon, bien, merci Jean-Marc. J'espère qu'on est venu à bout de tout éclairer sur l'installation des roues. On voit que c'est pas simple, mais ça peut être bien fait et facilement si on comprend comment est-ce que ça fonctionne. Et voilà. Merci Jean-Marc pour toutes ces explications. Tous les outils qu'on a vus sont présentement disponibles chez Pièces d'Autosuper et aussi en ligne chez pasuper.com. Saviez-vous qu'un véhicule avec un pare-brise propre, c'est agréable et sécuritaire? Mais il y a des étapes pour ça. Première étape, on utilise du nettoyeur à vitre sans ammoniac. Ça se vend entre 7 et 10 $. Deuxième partie, après 2 ans, votre pare-brise est souvent contaminé avec les résidus de la route. Donc, important, on utilise un gant d'argile avec le lubrifiant. Cette étape-là atteinte, on nettoie encore une fois le pare-brise avec le nettoyant à vitre, toujours le même, de qualité. Maintenant, on est rendu à l'aquapelle. Facile à utiliser, ça se vend environ 10 $. Ce qu'il faut savoir, on utilise ça entre 5 et 30 degrés. Très important, jamais au soleil. La partie importante de l'aquapelle, c'est que ça repousse l'eau. Donc, l'hiver, la glace adhère moins solidement au pare-brise. Une dernière chose à savoir, l'intérieur de votre pare-brise
peut former de la buée. Si vous le gardez propre à l'intérieur, vous aurez moins de buée. Donc, je pense que maintenant, on est complet pour avoir un pare-brise propre et sécuritaire. Tout ce travail-là peut être fait en atelier, mais aussi disponible en magasin et sur le site pasuper.com. Véhicule de la semaine, la Nissan GT-R édition 50e anniversaire, une bombe de puissance à 4 roues motrices qui fait 565 chevaux et qui fait le 0-100 en 3,4 secondes, le quart de mille en 11 secondes pile. Donc c'est très rapide comme voiture, mais également très rare. On a vendu seulement 11 Nissan GT-R au Québec l'année passée et les chiffres ne risquent pas d'être beaucoup plus élevés pour cette année, même si on a une édition spéciale qui, vous l'avouerez, est vraiment spectaculaire sur le plan esthétique. Pour commencer, Benoît, en fait, actualité, c'est d'actualité. On constate que Nissan a décidé de mettre le coup près dans ce qui ne se vendait pas. Comme plusieurs autres constructeurs le font depuis à peu près un an et demi. Là, on a entendu dire que la Micra, qui va être là jusqu'à la fin de 2020, ne reviendra pas par la suite. Ça fallait s'en attendre parce qu'en fait, chez Nissan, la Micra, on a importé ça à partir de l'été 2014. Puis on ne l'avait pas aux États-Unis. Puis on ne l'avait pas aux États-Unis parce que les Américains préféraient garder la Versa berline qu'ils ont encore et qui a été récemment renouvelée d'ailleurs, mais qu'on n'aura toujours pas chez nous. Sauf que la Micra est en fin de carrière. C'est une voiture qui ne sera plus commercialisée ailleurs dans le monde sous cette forme-là. Oui, il va y avoir une Micra, mais ça va changer. Il y a déjà une nouvelle génération de Micra qui se vend du côté de l'Europe, mais qui serait financièrement impossible à vendre chez nous. Non, il faudrait vendre ça au-dessus de 20 000. Bien plus. Même l'ancienne génération de Micra, ça ne va pas être un succès non plus. Mais ça s'est vendu au Canada. Plus que... La vieille, là, on parle des années 90. 80, parce que ça a arrêté en 91, la première. Quelque chose comme ça, dans les premières années 90. Mais bref, Nissan a vendu ça pendant 6 ans au Canada. On a eu un bon succès avec ça. On va dépasser les 50 000 unités vendues sur cette période-là. Fait que ça a été un bon coup pour Nissan parce que sur le plan marketing, on a aussi réussi à attirer beaucoup de premiers acheteurs chez Nissan. Oui, puis tu as eu la Micra-Cup qui a aidé un peu parce que ça a fait connaître le véhicule. Puis je pense que c'est un véhicule qui plaît pour la clientèle canadienne. Pas compliqué, pas cher, facile, fiable. Bon véhicule, fiable. Ça paraît qu'il y a du bon sens. Oui. Non, c'était un vrai véhicule à un prix très réaliste. Fait que ça a bien fonctionné. Toujours chez Nissan, là, on décide de... on a refait un peu le Titan pour 2020. On va éliminer la version qu'on appelle, moi j'appelle ça la version du travailleur, c'est-à-dire boîte simple, cabine simple, boîte longue. Cabine régulière, les gens ne savaient même pas que ça se faisait, c'est pas compliqué. C'est pour ça qu'ils n'en vendaient pas. Alors, on a éliminé ça. Puis le XD, avec le moteur Cummins diesel, qui lui aussi va disparaître. Donc, on va garder, on va avoir une plus petite variété de modèles, mais c'est ces modèles-là qui se vendent le mieux. Puis je pense qu'on va ajouter quelques chevaux au V8, on va être à 400 chevaux. Il y a quelques modifications pour le Titan 2020, mais le Cummins, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une entente commerciale minimale qui avait été prise avec Cummins pour fabriquer... Il fallait prendre X nombre d'années. C'est ça. Et comme on n'a pas été capable de respecter l'entente parce qu'on n'en a pas vendu assez, l'entente a pris fin, si bien qu'on n'a plus de moteur Cummins chez Nissan. Et de toute façon, on a connu des problèmes avec ce moteur-là chez Nissan. Donc, c'est pas vraiment... les ventes... L'idée de base, c'était pas mauvaise, de créer une espèce d'entre-deux entre les modèles réguliers puis les heavy-duty américains. On arrivait quelque part entre les deux. On a essayé de bâtir un créneau, mais sachant que les gars qui remorquent déjà 7, 8, 9 000 livres passent au HD chez GM, chez Ford, chez Ram, ça ne donnait pas grand-chose. Parce qu'ils ne passeront pas de 9 000 à 12 000. C'est une réponse qui a été posée, qui n'avait pas besoin d'être posée. Exactement. C'est ça. C'était une question qui n'avait pas été utile. Formulez-moi ça comme du monde, là, mais les gens ont compris. Mais c'est ça, on n'avait pas besoin. C'est ça, on n'avait pas besoin. Benoît, tu as conduit, toi, la BMW de série 3. Oui. 330e. La nouvelle. Oui, parce que là, ça va revenir. On avait eu l'ancien modèle qui, en fait, qui s'était pas vendu. C'était... En fait, on l'avait construit pour répondre aux normes minimales californiennes qui exigent qu'un véhicule doit une compagnie doit avoir au moins un véhicule qui fasse 20 km d'autonomie. C'était ça. C'était exactement ça. Batterie de 9 kWh, donc petite batterie. Là, on est arrivé avec un modèle, je dirais, plus substantiel. Il y a une batterie de 12,1 kWh, donc un peu plus gros. On annonce à peu près 50 km. Je l'ai testé à 48, donc on n'est pas loin de la vérité. En autonomie, là, 100 électrique, donc c'est un hybride branchable.
Le moteur, à la base, c'est le 4 cylindres à 184 chevaux, donc c'est pas impressionnant. Mais il y a 68 chevaux qui viennent de la batterie. OK. Là, on ajoute 252 chevaux, puis il y a même un bouton, quand on dépasse, une espèce de boost pour quelques secondes qui ajoute un autre 40 chevaux. Puis on a 309 livres-pieds de couple. Donc, on a un véhicule, c'est pas un V6, c'est-à-dire que c'est pas le 6 cylindres. Combien? Ben c'est ça. On est au-dessus, on est à 64, 65. C'est pas donné, mais pour une fois dans la série 3, on a un modèle qui est capable de donner une autonomie qui va vous amener plus loin que le coin de la rue puis revenir. À mon avis, il en manque encore 30 pour que ça devienne vraiment intéressant, mais en ajoutant une puissance supplémentaire de la batterie, bien, on ajoute aussi au plaisir de conduire. Parce que l'autre, évidemment, comme la batterie était plus petite, il y avait moins de puissance du moteur électrique, puis ça restait un véhicule plus ou moins intéressant. Mais là, on a fait ça demeure un plaster, là. C'est pas... Oui, on s'entend... c'est pas encore... À mon avis, moi, une autonomie d'un modèle hybride rechargeable ne devrait jamais être en bas de 100 km, là, pour que ça vaille la peine d'avoir une certaine autonomie électrique. On a fait un pas en avant, mais à mon avis, il y en aura un autre à faire. Mais cela dit, au niveau conduite, c'est fort Est-ce intéressant. que tu penses que les concessionnaires vont en vendre? Pas beaucoup. Non. Non, Je pas serais beaucoup. bien surpris. On va en tenir quelques-uns en magasin, mais on veut montrer un peu bonne conscience, dire on a un véhicule. Surtout que le puis on y véhicule va avec. est exclu des rabais. crédits, des Oui, rabais oui. gouvernementaux qu'on peut avoir, Exact. étant donné sa facture qui est assez élevée. L'autonomie en hiver, elle ne sera pas la même chose non plus. Pense à... Ah, là, 30, mettons, ouais, là. ouais, c'est ça. 30, Maximum. mais ça ne sera pas beaucoup plus que ça. Mais c'est plus intéressant qu'avant sur une note positive. Toi, tu as conduit quoi, au juste? La Stinger. Oh, oui. La Stinger édition 20e anniversaire, parce que ça fait 20 ans cette année que Kia est au Canada. OK, je t'ai pas dit, ça fait 20 ans déjà, Stinger. J'ai vieilli Ouais. vite tout d'un coup. Ça fait 20 ans que Kia est au Canada. Rappelez-vous qu'il y a 20 ans, on débarquait avec le Sportage et la Cephia. Hein? oui. Des modèles de raffinement. Et la Stinger édition 20e anniversaire, c'est pas compliqué. C'est la Stinger GT dans une couleur qui était offerte aux États-Unis, mais pas offerte au Canada. OK. Alors, les stratèges canadiens ont décidé de se lâcher lousse et d'amener une voiture avec l'intérieur rouge et la couleur gris fantôme à l'extérieur. Et ça donne l'édition 20e anniversaire. 52 000 belle machine. Je déteste la position de conduite. Parce que le siège est trop élevé. Ouais. J'ai l'impression d'avoir la tête à côté au plafond. J'ai le même problème, je ne suis pas capable de conduire haut d'une voiture. Mais moi. toutes les voitures coréennes qui sont équipées de sièges à réglage électrique ont le même problème. On ne peut pas baisser l'assise assez bas. Fait que ça, c'est un problème qu'il faudrait régler. Mais ma théorie à Saint-Saëns revient souvent quand je parle de ça. Les Coréens sont hauts de même, puis ils dessinent des voitures qui leur font bien à eux. Peut-être. Mais quand tu assois un Américain là-dedans ou un Allemand, bien, ça devient Tout à plus l'heure, tu parlais de la problématique. Camry il n'y a pas longtemps que l'assise n'était pas large. L'assise n'était pas longue. Non. Sur une Camry, l'assise, elle est courte, mais sur la Stinger, c'est l'ajustement en hauteur qui, moi, m'a déçu. Puis, Mais au niveau de la conduite, c'est une super belle machine. Mais on n'en vend pas gros. On n'en vend pas. On Puis n'en vend on pas. est même en train de penser Et- que peut-être que ça ne reviendra pas l'année prochaine. Il y a des rumeurs qui courent là-dessus. Bien, c'est un segment qui est en chute libre. Toutes les voitures. Ah ouais, Tu me ouais, parles de ta série 3. La série 3 aussi se vend Ah, moins. ouais, Puis le c'est X3 se vend plus. Ah ouais. Alors, c'est la même chose chez Kia, mais de façon exponentielle parce que c'est pas une gamme prestigieuse. Ben, c'est parce qu'ils ont déjà une côte à monter en partant. Ouais. Là. On n'est pas dans les sommets au niveau des ventes. Et là, on doit aller chercher d'autres ventes. Puis au Québec, on s'en tire pas pire au niveau des ventes, mais à l'échelle nord-américaine, pas tant que ça. Buick Regal, qui est un peu dans le même format, une berline à haillons 5 portes, ça se vend presque plus. Volkswagen Arteon, on va voir ce que ça donne. Fait que voilà. Écoute, il nous reste plus beaucoup de temps, Benoît. Fait que un petit mot sur ton rappel du Ranger. Ranger qui ont été faits en août et septembre, problème avec la chaufferette qui est installée trop serrée. Il y a des fuites et ça peut faire de la surchauffe. Donc, il faut aller chez le concessionnaire vérifier ça. Modèle 2019, donc qui vient d'être fait récemment. Bon, parfait. Puis nous, la semaine prochaine, on va parler d'un sujet quand même assez important. L'huile qui se trouve dans nos moteurs est une pièce de technologie vitale pour les voitures d'aujourd'hui, sauf les voitures électriques. Là. Mais Je pense que tu vas te défouler à part de ça. Il me semble hein, que c'est un sujet que tu aimes. Oui, parce que Puis c'est tellement important. Ouais. C'est tellement important. puis il y a lui. tellement d'arnaques au niveau des garages, des concessionnaires avec de l'huile bon marché qu'on essaye de passer aux clients.
Ça va valoir la peine d'écouter ça, je pense. Alors, dans 2 semaines, puis merci d'avoir été là. Salut.